Ok, découvrons ensemble comment on modélise un objet. Comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, il existe plusieurs modes. Par défaut, on est sur le mode objet, le mode qui nous permet d'organiser notre scène. Pour pouvoir modifier la structure d'un objet, il faut utiliser le mode Edit. Alors, pas tous les objets sont éditables. Par exemple, avec ma caméra ou ma lumière, je n'ai pas accès au mode. Donc, en ayant mon cube de sélectionné, je peux cliquer sur le mode Edit. Ici, on a un espace de travail dédié à la modélisation. C'est tout simplement la même chose que le layout, sauf qu'au lieu d'être en mode objet, c'est en mode edit. Quand on est en mode edit, on a une interface différente du mode objet. Déjà, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on peut sélectionner les sommets de notre objet. En restant appuyé sur Shift ou en faisant glisser la souris, je peux sélectionner plusieurs sommets. Si je sélectionne deux sommets côte à côte, je sélectionne une arête. Et si je sélectionne quatre sommets, qui sont reliés par des arêtes, je sélectionne une face. Notre cube, comme tous les objets de type mesh, est composé de sommets, arêtes et faces. En anglais, on dit vertex pour dire sommet, edge pour dire une arête et face pour une face. On peut switcher de mode de sélection à cet endroit, c'est-à-dire qu'on est soit en mode de sélection de sommet, soit en mode de sélection d'arête, soit en mode de sélection de face. On peut rapidement switcher de mode de sélection en appuyant sur 1, 2 et 3. Tous les sommets, arêtes et faces sont éditables de la même manière que nos objets en mode objet. Ça veut dire qu'on peut les déplacer en appuyant sur G, contraindre le déplacement sur l'axe souhaité, et pareil pour les rotations en appuyant sur R, et pour l'échelle en appuyant sur S. Et du coup, lorsqu'on fait ça, on modifie la structure de notre objet. Alors, petite subtilité, si je sélectionne mon objet en entier en appuyant sur A et que je le déplace, je remarque que l'origine ne s'est pas déplacée. Elle est restée à l'endroit où elle se trouvait. D'ailleurs, si je fais une rotation, elle se fait par rapport au centre de mon objet et non par rapport à son origine. Donc c'est différent du mode objet où l'on a vu que lorsqu'on agissait sur nos objets, on agissait par rapport à l'origine. Si je passe en mode objet, je remarque que dans la fenêtre N, je n'ai pas de modification. Donc les transformations que j'ai fait en mode edit, je n'ai pas à les appliquer en mode objet. D'ailleurs, pour pouvoir switcher rapidement entre le mode objet et le mode edit, tu peux appuyer sur Tab. Tu l'as peut-être remarqué, mais quand tu es en mode Edit, tu as des fonctionnalités supplémentaires à cet endroit. Tu as de nouveaux outils qui te permettent d'agir sur ton objet et de modifier sa structure. Par exemple, je peux utiliser cet outil pour extruder ma géométrie, ce qui va avoir pour conséquence de créer de la nouvelle géométrie. Et ça, je peux le faire en mode de sélection de sommet, mais aussi d'arête et de face. En étant en mode de sélection de face, cet outil me permet de faire une insertion de face, ce qui me permet de créer une face à l'intérieur d'une face déjà existante. Tu l'auras compris, tous ces outils sont très pratiques pour modifier la structure de ton objet. Chaque outil possède un raccourci qu'on utilisera dans la majorité des cas. Pour le connaître, il te suffit de le survoler. Le raccourci étant ce que tu vois après la virgule, donc pour cet outil, E par exemple. Si tu fais Shift plus barre d'espace, tu vas tout simplement afficher cette barre d'outils. Je ne vais pas te présenter tous les outils un par un, je t'en montrerai que quelques-uns dans cette série de vidéos. Ok, donc pour modifier la structure d'un objet, on utilise le mode Edit, dans lequel on peut agir sur les polygones de nos objets. Mais il existe un autre moyen d'agir sur nos objets, en utilisant un modifieur. Et dans ce cas-là, on parle de modélisation non destructive. Les modifieurs sont disponibles dans ta fenêtre de propriété au niveau de la clé à molette. Tu as plusieurs types de modifieurs, rangés par catégorie. Comme toujours, je ne vais pas rentrer dans le détail des modifieurs, je vais juste faire un rapide tour d'horizon pour que tu puisses suivre ce qui vient après. Alors pour commencer, définissons ensemble ce que c'est que la modélisation non destructive. Ça signifie que je peux modifier la géométrie de mon objet sans la modifier définitivement. Tant que je n'applique pas mon modifieur, les modifications ne sont pas définitivement appliquées. De plus, ce sont des opérations automatiques qui affectent la géométrie. C'est-à-dire que lorsque tu vas charger un modifieur sur ton objet, l'action va se faire automatiquement sur l'ensemble de ton objet, ou de manière ciblée si cela fait partie des spécifications du modifieur. Prenons un exemple, ici j'ai mon cube par défaut, je vais dans la rubrique des modifieurs, et je choisis le modifieur Array dans la catégorie des modifieurs Generate. Ce modifieur me permet de faire une répétition d'objets. Alors par défaut, c'est pas évident de voir ce qui se passe, car j'ai la valeur de 1 au niveau du facteur x. Mais si j'augmente cette valeur,
je vois que j'ai 2 fois le même cube. Alors pourquoi je l'ai en double? Parce qu'au niveau de count, j'ai la valeur de 2. Si j'augmente cette valeur, j'augmente le nombre de fois où l'objet est répété. Mon objet se répète le long de l'axe x. Tout simplement parce que ici, on a défini la valeur de 1,2 pour x. Mais si on avait mis une valeur pour y, le modifier aurait agi sur l'axe y aussi. Ce qui est intéressant avec le modifier, c'est que c'est de la modélisation non destructive. Si tu passes en mode edit, tu n'auras pas accès à la géométrie des autres cubes. Ce qui signifie aussi que si tu modifies ta géométrie, tu modifies aussi la géométrie des objets répétés. Par contre, si tu décides d'appliquer ton modifier, tu auras accès à tous les objets créés grâce au modifier. Alors pour pouvoir appliquer un modifier, il faut absolument être en mode objet, autrement ça ne marche pas. Ensuite, soit tu fais apply, soit tu utilises le raccourci CTRL A. Et là, si je viens en mode edit, j'ai accès à tous mes cubes, que je vais pouvoir modifier indépendamment. Pour pouvoir sélectionner un cube en entier mais pas le reste, tu peux appuyer sur la touche L en le survolant. Ça permet de sélectionner tous les sommets qui sont reliés entre eux. Donc voilà un exemple de modifier et ce qu'on peut faire avec. Un autre exemple de modifier est le subdivision de surface. Ici, j'ai 2 têtes de singe. Au singe de gauche, j'ajoute un subdivision de surface. En faisant ça, je vois tout de suite une différence entre les deux singes. Le singe de gauche paraît plus lisse que le singe par défaut qui n'a pas le modifier. Dans la rubrique des modifiers, j'ai la possibilité d'ajuster les paramètres de mon subdivision de surface. En augmentant le nombre à cet endroit, j'augmente l'effet sur mon objet. Il apparaît comme nettement plus lisse. D'ailleurs, il faut distinguer ces deux paramètres. Le paramètre du haut permet d'ajuster l'effet dans notre scène 3D, tandis que le second permet d'ajuster au rendu final. Donc si tu augmentes à 3 pour le viewport, mais que tu as 2 pour le rendu, ton objet sera rendu avec une subdivision de 2. Donc il faut bien faire correspondre ces chiffres pour obtenir la même subdivision au rendu. Ok, mais du coup, concrètement, quel est l'effet du subdivision de surface? Eh bien, le subdivision de surface subdivise toute la géométrie de ton objet. Donc en ayant une subdivision à 1, j'ai 2 fois plus de sommets, arêtes et faces. Si je mets une subdivision à 3 et que j'applique mon modifier, je vais avoir beaucoup plus de géométrie. Et en plus d'ajouter de la géométrie, on a un effet lissé. Si à la place de l'option par défaut, j'avais choisi l'option simple, j'aurais eu le même nombre de subdivisions, mais sans l'effet lissé. Donc voilà pour ce modifier. Maintenant que tu as ces informations, je te propose qu'on attaque la modélisation de notre croissant. Pour ça, je vais générer un nouveau fichier en faisant CTRL-N général. Ok, donc nous, on veut créer un croissant. La première chose à faire quand tu veux modéliser un objet, c'est de t'appuyer sur des références. C'est ce qui va te permettre de définir ce que tu veux faire et qui va t'aider à te projeter mentalement. Donc j'ai téléchargé plusieurs images que j'ai réunies sur un Canva que j'utiliserai comme référence. Et j'ai trouvé une image qui me plaît particulièrement parce que j'aime beaucoup le volume des croissants. Je trouve que ça donne vraiment envie de les manger, hein. Et en plus c'est proche de l'idée un peu esthétique que je veux reproduire. Donc pour m'aider dans mon processus de modélisation, je vais importer cette image sur Blender. À la place de ton outliner, tu peux charger l'image editor, qui va nous permettre d'importer une image. Ensuite, il me suffit d'aller dans mon dossier et de récupérer l'image que je glisse sur Blender. Puis après, pour dézoomer, c'est exactement pareil que dans le 3D Viewport. Si tu veux l'image, j'ai mis un lien dans la description YouTube pour que tu puisses utiliser la même image que moi. Parfait, maintenant qu'on a ça, on peut commencer la modélisation. Déjà, la première chose que je remarque, c'est que le croissant a une forme plutôt circulaire. Donc commencer la modélisation avec un cube, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. En plus, on va se focaliser sur la modélisation. Donc on n'a pas besoin pour l'instant de notre caméra et de notre lumière. Donc je vais tout supprimer. En appuyant sur A, je sélectionne tout. Et ensuite j'appuie sur X pour tout supprimer. Ok. Maintenant, on va ajouter un nouvel objet qui va nous servir de base pour notre croissant. Ici, tu as une fenêtre d'ajout. Cette fenêtre d'ajout, tu peux l'afficher en appuyant sur Shift A. Et dans cette fenêtre, on a plusieurs objets rangés par catégorie. On y retrouve la caméra, ainsi que la lumière dans la catégorie des lumières. Le cube, lui, fait partie de la catégorie des mèches. Si tu te souviens bien, il avait ce petit icône pour signifier sa nature d'objet. D'ailleurs, on l'y retrouve. Dans la catégorie, on a plusieurs formes d'objets classiques, mais aussi des formes plus complexes, comme notre tête de singe. Cette tête de singe s'appelle Suzanne, c'est la mascotte de Blender. Elle est idéale pour tester tes lumières ou tes matériaux, car elle a une géométrie plus travaillée. Ok, nous, on veut donc un objet de la catégorie des mèches
qu'on va pouvoir éditer pour lui donner la forme qu'on souhaite. Je t'ai dit que le mieux était d'ajouter un objet circulaire. Le cylindre me paraît le plus adapté. Alors, petite subtilité à connaître, quand tu ajoutes un objet, il est généré par rapport à ton curseur 3D. Donc si j'ajoute mon objet en ayant mon curseur 3D à cet endroit, mon cylindre ne sera pas positionné au centre de la scène. Dans notre cas, c'est pas idéal. Donc assure-toi que ton curseur est bien au centre de la scène en restant appuyé sur Shift S et en choisissant Cursor to World Origin. Quand on ajoute un nouvel objet, on a accès à une petite fenêtre en bas à gauche qui nous permet de faire quelques réglages. Alors il est possible que tu ne vois pas cette fenêtre. Si c'est le cas, c'est parce que tu as désélectionné ton objet. Si tu sélectionnes ton objet à nouveau, tu ne verras pas réapparaître la fenêtre. C'est un peu une sorte de one-shot. Alors tu peux faire réapparaître la fenêtre en faisant F9. Le problème c'est que dès que tu vas faire une action, par exemple déplacer ton objet, tu vois apparaître une nouvelle fenêtre qui t'indique que tu as déplacé ton objet. Et donc si tu viens faire F9, tu vois apparaître une fenêtre en lien avec ta dernière action. Donc le seul moyen que tu as, c'est de supprimer ton objet et d'en créer un nouveau. Alors pourquoi je te parle de tout ça? Parce que pour chaque nouvel objet que tu crées, tu as la possibilité de choisir le nombre de sommets dont il est composé. Ici, on a 32 sommets par défaut. Mais si je diminue, je vais avoir quelque chose de low poly, c'est-à-dire qui possède peu de polygones. Et si j'augmente, je vais avoir au contraire quelque chose de high poly, donc avec beaucoup de polygones. Le reste des paramètres, en soi, ben, on s'en fout parce qu'on pourra très facilement les modifier. Mais voilà, là en l'occurrence, je veux un cylindre qui possède 16 sommets, donc je rentre la valeur numérique de 16. Et ensuite, je clique n'importe où pour valider mon choix. Ce cylindre, je vais tout de suite le renommer. Alors pour ça, il faut que je charge mon outliner et que je double-clique pour écrire croissant. Parfait. Maintenant, ce cylindre, je veux l'allonger le long de l'axe X. Un peu comme si on avait notre sol ici et notre cylindre posé dessus. Alors, il faut essayer de garder la vue de face sur -Y. Tout simplement parce que lorsqu'on se met en vue du dessus, en appuyant sur Z, on sera bien aligné par rapport au croissant. Autrement, on risque d'être en décalé, ce qui n'est pas super. Donc pour pouvoir aligner notre cylindre, il nous suffit de faire une rotation en appuyant sur R. Étant donné qu'on veut qu'il soit aligné sur X, on contraint notre rotation sur l'axe perpendiculaire, donc l'axe Y en l'occurrence, et comme on souhaite qu'il soit parfaitement horizontal, on rentre la valeur de 90 degrés et on appuie sur Entrée. Et là, notre cylindre est parfaitement aligné. Ce qu'on va faire ensuite, c'est extruder la géométrie de notre objet pour lui donner la forme souhaitée. On va essayer de créer une forme similaire où notre croissant est constitué de 3 parties à droite et de 3 parties à gauche. Si je regarde l'image de référence, les parties de gauche et de droite sont quasi identiques. Donc plutôt que de créer les formes à droite puis à gauche, j'aimerais les créer en simultané. Ça tombe bien, il existe un modifieur parfait pour faire ça. Pour t'expliquer rapidement comment ça fonctionne, je vais prendre un autre fichier avec un cube par défaut. Le modifieur qu'on va utiliser est le modifieur Mirror. Alors là, on a l'impression d'avoir aucun effet, ce qui est normal, car notre effet agit par rapport au point d'origine de notre objet. En gros, on va avoir un effet de part et d'autre de l'origine. Or, au vu de la manière dont est positionnée notre origine, notre objet est parfaitement identique des deux côtés. Si je déplace mon origine, je remarque que j'ai la copie parfaite de mon cube de l'autre côté. Si je me mets en mode Edit, je vais pouvoir déplacer mon cube sans déplacer son origine. En faisant ça, je déplace en simultané la copie de mon cube. Ce qui signifie que si je viens en mode de sélection de face, extruder une face en appuyant sur E, donc c'est-à-dire d'utiliser cet outil, j'extrude ma géométrie des deux côtés. Donc ça, c'est parfait pour ce qu'on veut faire. Alors, juste une chose à savoir sur le modifieur, c'est que la raison pour laquelle j'ai un effet miroir de mon cube le long de l'axe X est due au choix de l'axe sélectionné ici. Si j'avais activé l'axe Y, ça aurait aussi fonctionné sur cet axe. Et pareil pour l'axe Z. Voilà pour ce modifieur, il est très utile car il nous permet de gagner du temps de manière considérable lorsqu'on modélise. Revenons donc à notre croissant. Donc maintenant qu'on a compris comment fonctionne notre modifieur miroir, on va pouvoir l'utiliser. Bon, bien évidemment, en l'état ça ne fonctionne pas, du fait de mon origine qui est au centre, et donc du fait qu'on a exactement la même chose de part et d'autre de l'origine. Donc si je viens en mode Edit, en appuyant sur Tab, que je m'assure que tous mes sommets soient sélectionnés, et que je déplace mon objet en faisant G, X pour contraindre le déplacement sur X, eh ben ça ne fonctionne pas. Et il y a une raison pour ça.
Si je déplace mon objet le long de l'axe Z, l'effet miroir fonctionne, mais par rapport à l'axe Z. Ce qui est étrange, vu qu'on a configuré l'axe X sur le modifieur. Encore plus étrange, si l'on choisit l'option Z, on crée un effet miroir le long de l'axe X. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'ai fait la rotation en mode objet, j'ai volontairement oublié de faire quelque chose de primordial. Je n'ai pas appliqué la rotation. Au niveau du panneau de rotation, on a une valeur de 90 degrés pour l'axe Y. Or, je t'ai expliqué qu'il est important de le faire, pour justement éviter d'obtenir ce type de résultat pas cohérent. Pour régler ça, il nous suffit donc de faire CTRL A, rotation. Et là, le choix de l'axe sur le modifieur fonctionne correctement. Donc, si je choisis X, c'est bon. Bon, alors par contre, si tu te retrouves comme moi avec ton objet qui n'est plus du tout centré, tu peux le recentrer en plaçant l'origine au centre de ton objet. Donc, en étant en mode objet, tu fais clic droit, set origin, origin to géométrie, et ensuite tu fais Alt G, ce qui te permet de remettre les valeurs de localisation à 0. Par contre, ça fonctionne par rapport à l'origine, donc c'est pour ça qu'il fallait placer l'origine au centre avant. Et d'ailleurs, ce raccourci fonctionne aussi bien avec les rotations et l'échelle. Donc si je fais une rotation et que je veux remettre la rotation par défaut, il me suffit de faire Alt R et Alt S pour l'échelle. Ok, donc normalement tu devrais avoir la même chose que moi au niveau de ta fenêtre N. Et ton modifieur doit fonctionner normalement. Maintenant, plutôt que de déplacer le cylindre pour avoir l'effet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découper en deux. Pour ça, il faut se mettre en mode Edit, et ensuite, on va utiliser cet outil, l'outil Loop Cut. Il nous permet de créer une boucle d'arête tout le long de la géométrie. Le raccourci est CTRL R. En faisant ça, tu crées une boucle d'arête. Si je double-clique sur le bouton gauche de la souris, elle se positionne parfaitement au milieu. Si je clique une seule fois, je peux positionner ma boucle d'arête où je le souhaite, et il me suffira de recliquer à nouveau pour la positionner. Alors, imaginons que j'ai cliqué une première fois et que j'ai déplacé ma boucle, mais que finalement je souhaitais la positionner au milieu, je peux toujours le faire en appuyant sur Échappe. Lorsque je clique sur CTRL R, mais que je ne clique pas sur le bouton de la souris, je peux ajuster le nombre créé en scrollant la molette de ma souris, que je vais ensuite pouvoir placer où je le souhaite. Ok, donc nous on veut positionner une boucle d'arête parfaitement au milieu, donc CTRL R, puis Échappe. Parfait. Et du coup la géométrie de gauche, on va venir la supprimer. Pour pouvoir sélectionner tous les sommets, on peut soit se mettre en mode de sélection de face, donc en appuyant sur 3, et sélectionner la face avec tous les sommets associés, ou alors en mode de sélection de sommet, si on fait Alt Shift et qu'on sélectionne un sommet, on sélectionne tous les sommets qui sont reliés entre eux. Il nous suffit ensuite de faire X pour supprimer notre géométrie. Sauf que lorsqu'on fait ça, on ne supprime pas automatiquement. On ouvre une fenêtre avec plusieurs informations. En fonction de ce que tu veux faire, tu vas choisir une option différente. Par exemple, dans notre cas, on veut supprimer les sommets. Donc le choix logique serait de choisir vertice, qui signifie sommet. Alors, je vais masquer mon modifier miroir, autrement ça va être compliqué de t'expliquer. Donc si je supprime mes sommets, je supprime tout ce qui était relié au sommet, c'est-à-dire mes faces et mes arêtes. Si j'avais sélectionné Edge, donc qui signifie arête, j'aurais supprimé que les arêtes qui étaient sélectionnées. Et si j'avais choisi face, j'aurais supprimé que la face sélectionnée. Donc voilà, en fonction de ce que tu vas faire, tu vas choisir une option différente. Dans notre cas, on veut tout supprimer, donc je fais X, vertice. Et je réaffiche mon modifier mirror, comme ça j'ai ma géométrie à droite que je peux modifier et ma géométrie de gauche qui est une parfaite copie. Si on vient sélectionner nos sommets aux extrémités et qu'on les déplace, on obtient exactement le même résultat de l'autre côté. D'ailleurs, si on applique le modifieur, on valide notre effet de miroir. Et donc la nouvelle géométrie est créée et devient indépendante. Alors il y a une fonctionnalité très importante à activer sur le modifieur, c'est le clipping. Si on sélectionne tout l'objet et qu'on le déplace, on décolle les deux parties. En fait, au lieu d'avoir un seul sommet au milieu qui relie ma géométrie, j'ai deux sommets, ce qui n'est pas terrible au vu de ce que je veux faire. Donc pour éviter ça, il suffit d'activer l'option clipping qui permet de joindre les sommets qui sont collés. Et donc du coup, en l'occurrence, de joindre mes sommets qui se trouvent au milieu. Et là, même si je déplace toute ma géométrie, elle reste collée. Voilà, là c'est parfait.
Ok, donc ensuite, on va pouvoir passer à l'extrusion. Si on regarde l'image de référence, on voit qu'on a des parties sur les côtés qui sont de plus en plus petites à mesure qu'on approche des extrémités. On va donc créer ces effets. Je vais me mettre en mode de sélection de face pour ne sélectionner que ma face. Et ensuite, je vais faire une insertion de face en cliquant sur I, ce qui va me permettre d'avoir une face plus petite à l'intérieur de ma face. Je peux rester appuyé sur Shift pour avoir un meilleur contrôle. On peut même rentrer une valeur de 0,2 pour avoir une insertion précise. Dans tous les cas, tu pourras revenir dans ta fenêtre de transformation pour ajuster si tu le souhaites. Ensuite, cette face, on va l'extruder, donc en appuyant sur E. Lorsque je fais une extrusion de face, je vois apparaître un trait bleu. Ce trait bleu n'est pas le trait Z, il représente l'orientation de la normale de la face. Alors, la notion de normale est un concept important à comprendre en modélisation 3D. Je vais faire une vidéo que j'uploaderai sur YouTube où j'explique de manière détaillée la notion de normale. Je ne vais pas le faire dans cette série de vidéos parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations, donc je préfère le faire dans une vidéo à part, pour ceux que ça intéresse. Pour l'instant, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu fais une extrusion de face, elle se fait naturellement selon l'orientation de sa normale. Si tu appuies sur n'importe quel axe, l'orientation se fera en suivant cet axe. Par contre, pour l'axe Z, il faudra appuyer 2 fois sur Z. De la même manière que pour les actions en mode objet, on a nos informations de transformation à cet endroit. Donc, lorsque tu fais une extrusion de face, tu vois apparaître l'information de normale. Dans notre cas, la normale de la face est orientée sur l'axe X, ce qui est parfait pour ce qu'on veut faire. Donc je n'ai rien à changer à ce niveau-là. Juste je rentre la valeur de 1 mètre pour faire une extrusion de 1 mètre. Je pourrais toujours venir ajuster la valeur dans la fenêtre de transformation au niveau de l'axe Z par rapport à ma normale. Ensuite, on refait la même chose, donc I 0,2 pour l'insertion de face, et puis E, mais cette fois-ci, on rentre la valeur de 0,75. Et enfin, on refait l'opération, encore une fois, en faisant I, mais cette fois-ci 0,3 et E 0,5. Parfait. Alors l'extrémité est un peu trop large, donc je vais la réduire en faisant S à peu près comme ceci. Et voilà. On a donc notre croissant qui a été créé. Bon, clairement, ça ressemble pas à un croissant. Mais là, on a la base pour créer ce qui va le devenir. Avant de terminer cette vidéo, pense à sauvegarder ton fichier pour ne pas perdre ta progression en cliquant sur Save ou en faisant CTRL S. Pour résumer ce qu'on vient de voir, on a vu que pour modéliser un objet et lui donner la forme qu'on souhaite, il faut être en mode Edit. On a vu que les objets de type Mesh étaient composés de sommets, d'arêtes et de faces. En d'autres termes, de polygones qu'il est possible de venir éditer. On a également vu qu'il existe des modifieurs qui nous permettent d'agir très rapidement sur nos objets et de manière non destructive. Dans la prochaine vidéo, on va rentrer un peu plus dans le détail de la modélisation et on va affiner notre objet de sorte à ce qu'il ressemble plus à un croissant.